Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Richesse Hacking. Je suis actuellement avec Hervé. Bonjour Hervé. Bonjour. Comment tu vas? Eh ben écoute, ça va très très bien et toi? Bah ça va très bien, c'est un peu la canicule en ce moment, mais on fait avec. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui est complémentaire aux autres vidéos que l'on a vues sur Richesse Hacking, qui va être d'essayer d'utiliser l'outil préféré des Français, hein, pour sécuriser son épargne. Parce que si vous avez déjà investi dans des supports assez actifs comme l'immobilier, la bourse ou dans des entreprises en direct, eh bien avoir une poche d'épargne sécurisante peut être très très recommandé. Et l'assurance vie, c'est aujourd'hui, tu nous disais à l'instant, un paradis fiscal en France. Oui, tout à fait. C'est vrai que l'assurance vie est très utilisée par les Français, peut-être pas au mieux, mais ça représente l'un des paradis fiscaux les plus intéressants qu'on puisse avoir en France, alors qu'en France, on est très taxé, là, on l'est très peu. Ouais. Alors juste pour remettre les choses au clair, si vous nous écoutez aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de gens pour qui assurance vie, eh ben c'est quelque chose qu'il faut sélectionner, qu'il faut prendre, dans lequel il faut investir lorsque eh bien on a une famille, on a des enfants et qu'on veut se protéger au cas où il nous arrive un pépin de vie. Et effectivement, dans assurance vie, c'est tout à fait ça que ça transmet. Mais pour autant, c'est pas forcément que à ça que ça sert une assurance vie. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que c'est l'assurance vie et qui devrait en ouvrir une en fait? Ouais, alors l'assurance vie, effectivement, historiquement, comme tu le dis, c'était au départ des contrats qui étaient destinés à, entre guillemets, assurer la vie. C'est-à-dire, Ouais. en cas de décès, l'argent qui était dans le contrat d'assurance vie était transmis avec peu de fiscalité à l'ayant droit, donc le bénéficiaire du contrat. Il y a eu une évolution avec l'ouverture des unités de compte il y a quelques années et plus récemment avec l'ouverture de nouveaux contrats sur Internet qui a permis de mettre beaucoup plus de choses qu'avant dans l'assurance vie. On peut même mettre aujourd'hui des SCPI dans l'assurance vie, ce qui était impossible avant. Donc aujourd'hui, l'assurance vie est devenue une enveloppe qui permet de gérer un patrimoine financier de manière active en ayant accès à quasiment toute la place financière mondiale. On peut mettre des actions américaines, de l'Eurostoxx, on peut mettre plein de choses, plein d'actifs. Le tout, c'est de savoir comment faire et de ne pas rester sur le fonds euro qui n'est pas le plus rémunérateur. D'accord. Aujourd'hui, justement, quand on parle de l'assurance vie, non, je pense que la référence c'est souvent le livret A, mais aussi l'assurance vie est souvent mis comme référence. Voilà combien ça me rémunère chaque année en intérêt. Donc, quand tu fais une assurance vie qui est stricto sensu basée sur un compte en obligation, combien c'est à peu près en ce moment les taux de rémunération? Alors la moyenne du marché, donc on parle toujours du passé, hein, pour 2017 était aux alentours de 2%. Sachant que Ok. les contrats ouverts récemment vont peut-être avoir un petit peu de bonus par rapport à ça, les plus anciens un peu moins, mais globalement, ça fait à peine plus que l'inflation, quoi. Ce qui D'accord. n'était pas le cas quand moi je m'y suis intéressé, quand je me suis intéressé au placement financier il y a 20 ans, où on avait des rémunérations beaucoup plus intéressantes en fonds euros. Alors justement, pour les gens qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu de ton background et puis comment tu en es arrivé à cette stratégie sur et en utilisant les assurances vie pour un petit peu booster l'épargne des clients pour qui tu travailles? Alors, moi, je suis issu d'une famille d'agriculteurs, de maraîchers en Bretagne, et j'ai découvert le placement financier avec mon grand-père, qui regardait justement le fonds, je ne sais pas si ça existe encore, Euro Fédéral Sécu, et lui, il avait tout en assurance vie, en fonds euros. Alors, à l'époque, ça rapportait 8-10%, on parle des années 80, donc il était très content avec ça. Puis moi, je regardais aussi la cote dans le journal. À l'époque, on suivait le CAC 40 dans le journal, dans un quotidien. C'est comme ça que je suis venu, donc à peu près à l'âge de 14 ans, à m'intéresser à ça. Je suis pas issu d'une famille très riche, plutôt pauvre, et donc du coup la croissance du capital et l'utilisation de l'argent pour se créer des revenus complémentaires, ça a tout de suite été quelque chose d'important pour moi. Donc j'ai orienté toutes mes études vers ça. Donc j'ai fait un bac B à l'époque, économique et social. Je fais une prépa pour rentrer en école de commerce parce que ça me paraissait être le meilleur moyen justement de savoir utiliser et gérer l'argent. Je suis rentré à l'EDEC, qui est une école de commerce, et j'ai fait un master en finance de marché. Et de fil en aiguille, je suis arrivé à travailler à Londres, à la Deutsche Bank,
banque à l'époque en salle de marché pour faire donc de l'investissement pour le compte de la banque. Alors ça, c'est à l'époque de 2000, 99-2000. Il y a eu les événements, les attentats du World Trade Center. En Angleterre, les derniers arrivés sont les premiers sortis, donc crise financière. Donc là, j'ai eu le choix soit de rester et d'essayer de retrouver un boulot, soit de rentrer en France. Comme j'étais pas tellement en adéquation avec la mentalité qu'il y avait sur la salle de marché, c'est quand même des gens qui sont très orientés argent, et moi qui viens d'un milieu très terrien, j'avais pas que des atomes crochus là-dessus. Du coup, je suis rentré en France. J'ai retravaillé encore dans une banque où je gérais la trésorerie des entreprises. Et puis après, j'ai fait de la recherche. Pendant un an, j'ai fait de la recherche sur les systèmes d'investissement automatisés, la gestion de portefeuille. Au bout d'un an, j'étais tout seul devant mon écran. J'en ai eu un petit peu marre de ça. J'ai mis certaines choses en place pour moi. Et puis là, je suis passé plus dans le conseil en investissement général et avec une orientation assez marquée sur l'immobilier et les placements assurance. D'accord, ok, voilà. top. Je pense qu'on a une bonne vision et effectivement, tu n'es pas de la dernière pluie, tu as eu des expériences et tu vois comment ça marche le monde de la finance concrètement, quoi. Salle de marché, etc. On est dans le dur de ce métier-là. Ouais, tout à fait. Donc aujourd'hui, juste pour que les gens puissent imaginer, tu disais une assurance vie classique en fonds euros, c'est à peu près 2% aujourd'hui. Ouais. Toi, avec cette stratégie que tu vas nous exposer de booster l'assurance vie, quel est le portefeuille, avec le portefeuille que tu as mis en place et la stratégie, quel rendement annuel tu as comme objectif et tu as réussi à atteindre avec quel historique aussi sur ce portefeuille? Alors le rendement historique sur 30 ans moyen est aux alentours de 10%. Et donc moi je l'ai testé quand est-ce que j'ai testé? Il y a 3 ans. Et depuis 3 ans, je l'ai mis en place. Et là, j'ai une performance moyenne à 9,5%. Donc ça respecte bien. Il faut rien cacher. Il y a 3 ans, ça a fait plus 15. Il y a 2 ans, ça a fait moins 3. Et l'année dernière, ça a refait plus 15. Donc en moyenne, ça fait 28%. Donc si on divise par 3, on est à peu près à 9,5%. Donc le risque, alors je parle de performance maximum, mais il faut aussi prendre en considération le risque maximum sur 30 ans, c'était une perte de 7,5%. Mais c'est largement compensé par la loi des grands nombres, puisque sur une très longue période, c'est très vite gagné, et le nombre de fois où ça baisse à 7,5%, finalement, c'est qu'une fois, c'était en 2008, pendant la crise, quand les marchés avaient perdu plus de 40%. Donc, c'est très, très conservateur. Donc, c'est conservateur, effectivement, mais est-ce qu'on a dit au départ, c'est une stratégie pour de la sécurisation, donc il faut le voir sur du long terme, et c'est pour ça que la théorie des grands nombres aussi prend tout son sens avec cette stratégie. On n'est pas, comme on l'a pu le voir sur d'autres stratégies qui sont pas à négliger ou qui sont pas achetées à la poubelle, sur du mensuel, sur de l'annuel, on est sur du pluriannuel, alors je sais pas combien minimum. Il faut au minimum 5 ans. Il faut se fixer un objectif de 5 ans pour vraiment pouvoir tirer les conclusions. Là, sur 3 ans, on voit que moi j'ai 2 grosses performances, une sous-performance. La moyenne est bonne, mais il faut vraiment envisager de placer sur 5 ans. L'idée, c'est vraiment de se constituer un patrimoine qui va grossir vite, parce que si on fait du 10% en moyenne par rapport à de l'assurance vie, c'est 5 fois plus de croissance par an. Donc, avec les intérêts composés, le capital grossit très vite. Mais il faut se dire, ça, c'est du capital. Si j'en ai vraiment besoin, je peux le sortir. Mais idéalement, il faut le laisser au moins 5 ans. D'accord. Alors, on va parler vraiment méthodologiquement. Quelles sont les bases, quelles seraient les 3 étapes à mettre en place pour lancer cette stratégie, pour mettre en place ce placement sécurisé en assurance vie? Comme on l'a fait dans les autres vidéos, voilà, étape 1, étape 2, étape 3 pour vous permettre de vous lancer. Alors, je pense que la première étape pour bien aider les gens à nous comprendre, ça va être d'expliquer sur quoi ça repose. Et pour ne rien trahir, c'est sur le portfolio passif ou lazy investing comme on l'appelle aussi. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? D'où ça vient et comment ça marche? Ça se base sur quoi? Alors exactement, on est sur le lazy investing, c'est-à-dire faire de l'investissement en intervenant très peu.
Ouais, lazy, pour ceux qui parlent pas anglais, c'est feignant. Ouais, c'est ça, feignant. Donc c'est une stratégie qui est adaptée pour l'investisseur qui ne veut pas intervenir régulièrement. Moi, dans ma stratégie, j'investis, je n'interviens qu'une fois par mois, tous les mois, une fois par mois. Donc c'est basé sur le fait, sur la loi des grands nombres, donc les évolutions à long terme, et sur des recherches qui ont été faites par des universitaires américains essentiellement, comme Medan Faber, qui a publié le EV Portfolio, donc un livre à lire si vous avez le temps et si vous voulez vous y intéresser, ou Gary Antonazzi sur le dual momentum. Donc il y en a plein d'autres. Il y a vraiment beaucoup de stratégies qui ont été testées. La plupart c'est des mathématiciens d'Harvard, donc c'est des gens qui ont une bonne maîtrise de la statistique et qui sont arrivés à sortir des stratégies long terme très intéressantes. Donc l'idée c'est d'abord de s'inspirer de ça. Donc première étape, lire beaucoup de documentation sur ces stratégies de portefeuille long terme afin de voir là où lesquelles pourraient potentiellement vous intéresser par rapport à votre profil de risque. Deuxième étape. Ça se base sur quoi ces stratégies? C'est des stratégies, alors il y en a certaines qui vont plus être sur la concentration, c'est-à-dire que choisir des actifs qui sont décorrélés, c'est-à-dire qu'en période de marché, quel qu'il soit, que ce soit la hausse ou la baisse, ces actifs n'évoluent pas dans le même sens. Donc, il y en a un qui va plus monter en période de croissance comme les actions, alors que les obligations vont plus baisser. Donc, l'idée, c'est de répartir le portefeuille sur plusieurs actifs, mais pas trop, afin d'être exposé à toutes les bonnes situations de marché et en cas de mauvaise situation de marché, d'avoir une espèce d'amortisseur. Il y en a d'autres qui vont s'exposer de manière plus, pas chirurgicale, mais un petit peu microéconomique, qui vont regarder, par exemple, on va mettre tant du portefeuille sur les actions, et dans les actions, on va viser tant de ce sous-portefeuille sur les grosses capitalisations et tel pourcentage sur les moyennes ou les petites capitalisations, donc les grosses ou les petites entreprises, et ainsi de suite. Donc, ils ont tous adapté des stratégies un petit peu différentes, le but étant d'obtenir une performance supérieure à celle du marché avec un risque inférieur. D'accord. Et moi, ce que j'avais vu aussi sur les investing, qui est une stratégie que j'utilise aussi, c'est le fait que, voilà, on a présenté des stratégies là dans d'autres vidéos sur le trading, voilà, actif, soit une fois par jour, soit une fois par semaine, et d'essayer d'être là, soit quand il y a un bon signal graphique, soit quand il y a un bon signal économique sur une entreprise. Donc, on va être sur un support, une action, une devise, une matière première. Et le lazy investing, on va essayer de jouer sur des trackers qui vont reproduire un ensemble d'actions pour, entre guillemets, essayer de diversifier au maximum et ne pas dépendre de la volatilité d'un seul support, une seule action, une seule matière première, une seule devise. Est-ce que ça c'est correct? Est-ce que c'est dans cette philosophie des universitaires que tu as cités? Ouais, effectivement. L'idée, c'est de ne pas s'exposer à ce qu'on appelle le bruit de marché. C'est-à-dire que plus on va sur des durées courtes, plus comme de l'horaire par exemple, ou même du journalier, plus on va avoir des fluctuations importantes. Mais dès qu'on va dans des unités de temps plus longues, de l'hebdomadaire ou du mensuel, et moins il va y avoir de bruit, c'est-à-dire de volatilité. Donc, le lazy investisseur, lui, il va essayer de s'exposer aux tendances long terme et pas du tout aux tendances court terme sur un mois, une semaine. Parce qu'il n'a pas envie d'avoir le stress que ça génère, il n'a pas envie d'être devant son écran tous les jours à chercher quelque chose ou même toutes les semaines à chercher une opportunité. Et il va du coup, comme il n'a pas cette capacité à suivre de près, à être tout le temps présent, eh bien, il va utiliser des analyses empiriques statistiques sur le long terme, on appelle ça la loi des grands nombres, pour déterminer une stratégie qu'il sait valable sur du très long terme. D'accord. Ça permet du coup d'être relax et de ne pas avoir ce stress de regarder les marchés, de savoir combien ça a fait, en plus, en moins. À la rigueur, on peut regarder, mais moi, mon portefeuille, je le regarde qu'une fois par semaine, une fois par mois, pardon. Et c'est tout. Autrement, je ne regarde pas. D'accord. Donc on comprend bien, la stratégie, c'est vraiment sur du long terme et par conséquent, on va regarder les choses sur du long terme et on va agir aussi très peu, donc comme tu le disais, une fois par mois. Donc
comment construire ce portefeuille en fait? Si tu pouvais nous expliquer toi comment tu as construit ton portefeuille et puis grosso modo qu'est-ce qu'il y a dedans, comment il se compose, est-ce qu'il y a des grosses catégories? Ouais. Alors, la première étape, on l'a un petit peu vu ensemble, c'est la constitution d'une base de connaissances, donc se documenter, etc. Deuxième étape, ça va être de faire du backtest, c'est-à-dire qu'on va sélectionner soit un portefeuille, soit plusieurs portefeuilles qui existent, ou pour les combiner, et déterminer la propre stratégie qui vont convenir. Par exemple, vous voyez que les résultats récents du EV Portfolio sont bien, mais ce qu'il faut faire, c'est regarder si vous aviez investi il y a 5 ans, dans cette stratégie, quelle aurait été l'évolution de la performance et est-ce que ça vous convient effectivement. Donc ça, c'est grâce à du backtest qu'on peut faire ça. Éventuellement, vous pouvez aussi mixer des stratégies et vous dire, je teste entre il y a moins 3 ans et moins 30 ans. Ça me donne un résultat. Ce résultat sur cette stratégie me convient. OK. Imaginons qu'il y a 3 ans, je l'ai mis en place. Je regarde ce que ça fait entre il y a moins 3 ans et aujourd'hui, pour vérifier que ça correspond et que j'aurais été à l'aise avec les résultats et le risque. Une fois que vous avez ça, ensuite, c'est tout simple, il n'y a plus qu'à l'appliquer et donc ouvrir un contrat d'assurance vie, ouvrir un PEA en fonction de ce qui… Alors attends, tu vas vite là. Ah, pardon. Où est-ce que je trouve ces fameux portfolios et comment je fais le backtest? Alors, le backtest… Parce que moi, j'y connais rien là-dedans. Je sais même pas de quoi tu me parles. J'ai essayé de comprendre, mais où est-ce que je trouve ça et comment je fais le backtest? C'est vrai, je vais un petit peu vite. Alors, le backtest, il y a un outil en ligne qui est hyper intéressant pour faire ça. C'est portfoliovisualizer.com. C'est en anglais. D'accord. C'est un outil qui est gratuit dans une certaine partie, mais la partie gratuite est suffisamment puissante pour ce qu'on veut faire. Ouais. Et on va lui dire, je veux investir par exemple sur le CAC 40 et sur les obligations européennes, mais aussi sur l'indice leader américain, le S&P 500. Et à chaque fois que l'un a augmenté de 10%, par exemple, ou l'autre de 10%, je veux rééquilibrer, c'est-à-dire remettre mon portefeuille au même niveau pour chaque poche d'investissement. Donc, on lui dit ce qu'on veut faire et ensuite, lui, il va tester sur le passé ce que ça a donné. Donc là, le EV Portfolio, par exemple, on va pouvoir le tester en recherchant, en lisant le livre ou en cherchant sur Internet des informations sur la manière dont il est constitué. Et donc, c'est 25% cash, 25% actions, 25% obligations et 25% or. On entre ça dans le Portfolio Visualizer et on le teste sur le passé, tout simplement. D'accord, mais par exemple, ok, on voit les 4 catégories. Par exemple, action. Est-ce que tu vois, toi, j'imagine que toi, tu l'as fait pour ton propre portfolio. Ouais. T'as testé quoi comme indice d'action dedans parce que t'en as autant qu'il y a de bourses dans le monde. Ouais, Le CAC 40. Aux États-Unis, il y a 3 bourses. Il y a 3 indices le Dow Jones, le S&P, le Nasdaq. En Allemagne, t'en as un. Enfin, dans toutes les grandes économies, t'en as un, quoi. Donc, lequel tu testes, etc. Comment t'as fait? Ce qui est intéressant comme présupposé à connaître, c'est comment est constitué un indice. Un indice, si je prends l'indice américain, le S&P 500, c'est les 500 plus grosses sociétés américaines aujourd'hui. Ouais. Mais cet indice, il s'appelait aussi le S&P 500 il y a 40 ans. C'était aussi les 500 plus grosses sociétés américaines il y a 40 ans. Mais il y a 40 ans, il n'y avait pas Google, pas Apple. Il n'y avait pas Google. Voilà. Donc l'intérêt, si vous n'aviez qu'un indice à choisir, c'est celui-là parce que ça représente la plus grosse richesse mondiale, les entreprises les plus performantes au niveau mondial. Et en fait, on sait que une entreprise qui, par exemple, va être sur le Nasdaq, qui est un marché de plus petites entreprises de croissance, une fois qu'elle va avoir atteint une certaine croissance et elle ne sera plus en croissance forte, mais en croissance moyenne avec un gros marché, elle va passer sur le S&P. C'est ce qui est arrivé à Google. Google était en non-coté, puis est passé sur le Nasdaq et ensuite est passé sur le S&P. Donc, si on investit sur un indice, on sait qu'on va investir sur la crème de la crème des sociétés les plus performantes, que ce soit en France, aux États-Unis, en Allemagne. Donc, moi, j'ai choisi forcément le S&P parce que c'est l'indice de richesse le plus important, quoi. Enfin, c'est celui qui drive le plus de richesse mondiale. Ok, c'est vrai. Et donc ça rebondit avec ce que tu disais tout à l'heure,
Ça permet de capter la diversité en suivant un seul indice, on suit la moyenne des 500 entreprises, là en l'occurrence le S&P 500. Voilà, exactement. Et on va trouver des entreprises qui sont encore en croissance forte comme Google, mais aussi des entreprises qui sont génératrices de forts revenus comme ExxonMobil par exemple, qui est aussi D'accord. dans le S&P. Ok. Donc là, ok, on a fait son backtest et qu'est-ce que ça nous permet de voir ce backtest-là? Toi, en tout cas, comment tu as fait la création de ton portefeuille? D'ailleurs, c'était quand que tu l'as créé ton portefeuille qui t'a amené voilà, bah, c'était à 3 ans, c'est ça qui t'a amené tes Ouais, là, 10. en fait, j'ai travaillé dessus il y a 4 ans et je l'ai mis en place il y a 3 ans. Euh, D'accord. Ah, le, t'as fait les backtests il y a 3 ans et il y a 4 ans et tu as ouais. commencé à investir dessus et là, les résultats que tu te donnes, c'est les résultats concrets avec de l'argent que tu as investi. Ah oui, tout à fait. C'est la performance des contrats d'assurance vie que je gère avec. D'accord, ok. Et donc, aujourd'hui, toi, tu recommandes aux gens qui nous écoutent d'essayer de reproduire ça, faire un backtest et une fois qu'ils sont satisfaits de la performance, alors à partir de quand on peut se dire qu'on est satisfait et comment on définit si on est satisfait ou pas? Alors, il y a beaucoup de critères d'évaluation, notamment sur le portfolio visualiseur, mais les plus importants, c'est la performance maximum, la performance moyenne, le risque maximum et le nombre d'itérations de ce risque maximum. Donc, la performance maximum, c'est facile, c'est est-ce que ça fait plus 15 ou plus 30% une année. La performance moyenne, c'est, moi dans mon cas, par exemple, 10% en moyenne par an sur 30 ans. Le risque maximum, c'est la sous-performance maximum. Ben, moi, c'est en 2008, moins 7,5% sur 30 ans. Et le nombre de fois où on a eu une Ouais, grosse baisse, c'est une espèce de calcul de volatilité, ben, en fait, les grosses baisses en dessous de 4%, il n'y en a pas eu tant que ça, il y en a eu 7 ou 8 années. Donc, c'est ces critères-là sur qui 30 vont… ans. Ouais, c'est ça. Ce sont ces critères-là qui vont vous permettre, si vous voulez mettre en place ce type d'analyse, qui vont vous permettre de déterminer si la stratégie vous convient ou pas. Parce que si vous mettez en place, par exemple, le EV Portfolio, la baisse maximum, c'est 9,5%. D'accord. Donc, est-ce que moi, investisseur, je suis à même d'accepter une baisse de 9,5%? Moi, personnellement, ça me convenait pas. Donc, c'est pour ça que D'accord. j'ai modifié, j'ai fait d'autres tests pour essayer de trouver une stratégie qui me convienne mieux avec un risque de perte moins important, tout en gardant un risque, une exposition au gain très élevé et un gain moyen très élevé. D'accord, donc là, ouais, effectivement, il faut tester, il faut bidouiller un petit peu le visual portfolio visualizer pour essayer de trouver, bah tiens, je vais mettre plutôt cet indice-là dans la poche action, dans la poche immobilier, je vais peut-être plutôt mettre cet indice-là et voir lequel te permet d'avoir les meilleurs résultats, quoi. Exactement. Ouais. Il ne faut pas s'en tenir à une seule stratégie. Il faut, sauf si elle vous convient parfaitement, en quel cas, il n'y a pas besoin de faire de test, mais la Ouais. plupart du temps, on n'est pas tout à fait confortable avec la stratégie que l'on peut trouver comme ça de prime abord. D'où l'intérêt. D'accord. Et donc, une fois que toi, tu avais défini donc il y a 3 ans que tu avais fait le backtest et que tu t'es dit, OK, c'est bon, je vais partir avec ça. Comment tu as fait pour bah, concrètement investir et mettre ton argent dans ce portfolio? Explique-nous comment concrètement tu as ouvert l'assurance vie, Ouais. quel support tu as choisi, tu as un nom de site, tu as trouvé des trucs, parce que par exemple, il y a les frais aussi. Quand tu fais des placements, etc., il y a toujours des frais qui viennent. J'imagine que tu as essayé de trouver des trucs avec le moins de frais possible, Eh etc. ouais, évidemment, ouais, on est tous un peu pareil, hein, on n'aime pas trop payer des frais. Donc j'ai commencé par sélectionner les fonds qui allaient pouvoir rentrer dans mes 4 différentes poches. Donc ça, j'ai utilisé Morningstar, qui est un site qui permet de trouver le classement et puis comment dire, les fonds les plus performants sur différentes classes d'actifs. Par exemple, vous cherchez un fonds qui reproduit le CAC 40, Ouais, et ben vous allez trouver celui qui est le plus performant. Ils sont ouais. notés, donc ça c'est assez facile. Donc vous faites ça pour tous, et ensuite on peut passer à l'ouverture, la recherche du contrat d'assurance vie le plus intéressant. Donc moi il y a 3 ans ça correspondait avec l'engouement pour l'ouverture des contrats d'assurance vie en ligne. C'est encore plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui les contrats d'assurance vie en ligne qui permettent d'avoir un accès, en général c'est au moins 300 ou 400 fonds ou trackers. En général, il n'y a pas de frais d'entrée,
vous mettez 100 000 euros, vous avez 100 000 euros à investir, ou 10 000 euros, peu importe, hein, mais voilà, pas de frais à l'entrée. Il y a très peu de frais de fonctionnement et il n'y a pas de frais d'arbitrage en général. Un arbitrage étant la vente ou l'achat d'un support pour un autre. Donc clairement, c'est ce type de contrat d'assurance vie qu'il faut choisir. C'est pas intéressant d'aller ouvrir un contrat d'assurance vie dans une banque standard. Alors j'ai rien contre les banques standards, hein, mais elles vont vous proposer un panel de fonds qui est beaucoup moins important. Ça va être souvent des fonds propriétaires, Société Générale US par exemple, ou Crédit Mutuel US, peu importe. Et ces fonds-là vont pas répliquer aussi bien la performance parce que forcément ils sont gérés par un gérant qu'il faut rémunérer par une équipe, etc. Donc et nous ce qu'on veut c'est de la performance pure. Donc on va plutôt aller sur ce qu'on appelle des trackers, qui sont des fonds quasiment gérés automatiquement et qui reproduisent la performance d'un indice, le CAC 40, le S&P, l'or. D'accord. Donc c'est quoi comme site clairement que tu as utilisé par exemple, je sais pas, Bourse Direct, Boursorama, des Before Bink, des trucs comme ça? Alors, on peut utiliser tous ces supports-là de recherche. Moi, j'ai été sur Epargnissimo, qui est un courtier en ligne, qui proposait un contrat d'assurance vie. Ah, Alors, je connais pas ça, ouais. il y en a un qui, c'est Croissance Avenir, qui est toujours ouvert. Il y a Croissance Vie qui est fermé, que j'avais utilisé il y a quelques temps quand j'ai ouvert, donc j'en avais ouvert deux. Et là, le Croissance Avenir, il permet d'avoir 400 fonds, enfin un choix de 400 fonds. Donc, il y a largement de quoi faire. Ouais. Il y a pas de frais. Les frais d'arbitrage sont gratuits. C'est pas le seul, hein. Il existe d'autres courtiers en ligne qui vont proposer le même type de fonds. D'accord. Mais là, ouais, Epargnissimo, c'est déjà une bonne base à aller voir si vous voulez pour regarder ce qu'ils proposent. Voilà. Alors, C'est ce que toi, tu as utilisé en tout cas. ouais, il y a un petit tip à connaître, une petite astuce à savoir, Ouais. c'est que aujourd'hui, les teneurs de compte, c'est-à-dire ceux qui détiennent finalement les fonds, où sont les fonds de mon contrat d'assurance vie? Mais en fait, il n'y en a pas beaucoup. Et vous allez vous apercevoir que, par exemple, chez Crédit Mutuel, c'est Arkea, la société Arkea, qui détient tous les fonds d'assurance vie, que ce soit un contrat Crédit Mutuel ou que ce soit un contrat Epargnissimo. Et ça va être la même chose sur toutes les banques. Donc, en fait, il n'y a que quelques teneurs de compte. Et finalement, même si vous passez par un courtier, vous avez l'assurance que votre contrat d'assurance vie est hébergé dans une société qui est solvable. C'est pas une start-up, quoi. C'est vraiment un gros acteur du marché. Ce qui fait Ouais. que le risque, il est minime. Il est nul. Il n'y a pas plus de risque à prendre un contrat d'assurance vie sur Internet en ligne que à aller dans sa banque prendre un contrat d'assurance vie. Très intéressant. C'est un petit peu comme les banques en ligne. Au final, aujourd'hui, elles sont toutes affiliées à des grandes chaînes bancaires. Exactement. Tout à Mais fait. il y a des avantages, carte gratuite et beaucoup de frais en moins. C'est vrai que c'est assez marrant comment ils ont réussi à aller dans les poches qui potentiellement pourraient leur faire mal, mais apparemment, ça a l'air de bien le vivre. Ouais, effectivement, tout à fait. Donc, ok, tu lances ton portefeuille. Là, toi, tu as utilisé Epargnissimo. Et après, tu dis, ça te prend quelques minutes par mois. Donc, depuis 3 ans, toi, qu'est-ce que concrètement, avant d'aller vers la fin de l'interview, qu'est-ce que tu fais chaque mois? Alors, j'ai automatisé le système au maximum, c'est-à-dire que moi j'aime bien intervenir le minimum possible. Donc, avec Google aujourd'hui, on peut faire, il y a un petit plugin qui permet de faire sur Chrome une mise à jour ou sur Google Sheet qui permet de faire une mise à jour automatique des cours. Donc, en fait, tous les supports que je suis, je vais les retrouver dans mon tableur. C'est un peu comme un tableur Excel, sauf que c'est un tableur Google, et il met à jour tous les cours. Dès que j'ouvre la feuille des Excel, hop, il met à jour tous les cours. Et donc, du coup, je vais calculer très facilement quels sont les actifs qui ont les meilleures tendances, quelle est la valeur de mon portefeuille, comment est-ce qu'il faut que je fasse mes arbitrages, où est-ce que ça a monté, où est-ce que ça a baissé. Et tout ça, ça va se faire très vite. Donc, j'ai la synthèse et j'ai plus qu'à passer les ordres. Donc, ça va me prendre un quart d'heure, 20 minutes, le grand maximum. D'accord, mais par exemple, tu parlais d'un portefeuille là où tu avais 25% de cash, 25% d'obligations, 25% d'actions et 25% c'est quoi, immobilier ou de valeur refuge. Ouais, c'est ça. Par exemple, tu te rends compte que les actions ont surperformé, ça a été plus efficace, enfin ça a plus monté que un autre type, les valeurs refuges. En Ouais. général, c'est souvent décorrélé comme ça, hein. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu te dis, ah bah tiens, je vais changer le tracker de mes actions,
ou alors je vais mettre plus d'argent dans mon tracker qui est sur l'or par exemple, ou alors je vais, tu vois, juste quel type de Ouais, je comprends ce modification que tu tu veux dire. fais? Alors, on va partir, je vais vous donner un exemple. J'aime bien l'exemple à 100 000 euros parce que c'est facile pour les calculs. Au début de mois, imaginons, Ah, on attends, dit, rassure-nous, ce que tu mets en place dans un portefeuille comme ça, tu peux le commencer avec moins de 5 000 euros. Hein. oui, tout à fait, c'est juste que pour les calculs, Ouais, c'est plus ouais. facile. Le Non, mais 10 capital 10 000 minimum, euros, 5 000 euros, tu peux déjà commencer. ouais, voilà, 5 000 euros, c'est bien parce que si vous faites 10% sur 5 000 euros, ça va vous faire 500 euros. Donc, vous aurez passé un peu de temps tous les mois, Ouais, mais vous aurez quand même gagné 500 euros. En dessous, vous risquez de trouver ouais, que bah, vous gagnez pas grand-chose pour le temps passé. C'est toujours l'histoire du taux horaire. ouais, Donc, je pense que ouais. 5 000 euros, c'est un minimum pour avoir la satisfaction d'avoir gagné quelque chose pour le temps. Oui, oui, c'est vrai. Mais pour l'exemple, bon, on peut le faire à 10 000. Imaginons le portefeuille de 10 000 euros, on le répartit dans 4 poches où sur chacune, il y a 2 500 euros. Pour l'exemple, on imagine que seule la poche action a surperformé. Mais elle a vraiment surperformé, elle est passée de 2005 à 5 000. Les autres, elles n'ont pas bougé. Donc en fait, la valeur du patrimoine n'est plus de 10 000, mais de 12 500. Et donc, ce qu'on va faire, le Oui, calcul tout simple à faire, c'est de dire, eh bien, ces 12 500, je dois le diviser en 4 poches, 4 portions égales. Donc, je vais avoir un quart de 12 500 sur chacune des poches et les actions, même si elles ont surperformé, elles doivent revenir aussi de 5 000 à 2 500 plus un quart de 2 500, d'accord. à peu près 600, 4 fois 6, 24, ouais, à peu près 600 de plus. Donc 2500 plus 600, j'arrondis, hein, 2500 plus 600, 3100. Ouais, ouais, ouais. Donc chaque poche doit être à peu près à 3100. D'accord, ok. Donc même les Donc là, poches qui ont sous-performé. ouais, c'est ça, c'est une formule mathématique assez simple Bah oui, tout à sur fait, il ça. suffit de Ouais, diviser par 4. Hein. ouais, Et donc je vais vendre d'abord des actions, la poche action pour la ramener à 3100 dans mon exemple. ouais. Et je vais utiliser cet argent pour augmenter mon exposition sur la partie cash, sur la partie valeur refuge et sur la partie obligataire. De façon à ce que mes 12 500 euros soient D'accord, placés à hauteur de 3 100 euros sur chacune des poches. d'accord, ok. Mais après, À les l'intérieur, poches, mais tu changes pas le support. alors, Je sais pas à si tu avais l'intérieur de ça, ouais. plutôt le CAC 40 ou plutôt le S&P Alors, dans la poche action. en restant dans la poche action, imaginons que donc on a eu une très bonne performance. On avait sélectionné il y a un mois le CAC 40. Il a fait une très bonne performance, mais il s'avère que ce mois-ci, si on regarde la performance passée sur les 12 derniers mois, c'est le S&P qui est meilleur. À ce moment-là, je vais vendre le CAC 40 et je vais acheter le S&P. Tout simplement, je garde toujours une exposition dans chaque poche à l'actif qui a été le plus performant sur les 12 derniers mois. Donc ça, c'est ma stratégie personnelle. C'est comme ça que j'ai affiné pour avoir moins de risques. D'accord, ok, excellent. Donc c'est en fait deux arbitrages. Le premier, c'est au niveau des poches, de Ouais, savoir du combien je dois volume, mettre dans de la taille de chacune. la poche, ouais. Hein. Et ensuite, le sous-jacent, dans chaque poche, j'ai un choix de 5 à 6 supports et je vais prendre toujours celui qui a été le plus performant sur les 12 derniers mois. D'accord, ok, ok, excellent. Donc ouais, effectivement, il faut essayer de se concocter son stock de. Toi, par exemple, dans chaque poche, les 4 poches, tu as combien de sous-jacents que tu as préqualifiés et que du coup tu peux décider de ah bah tiens, c'est lui que je vais mettre ce mois-ci plutôt que lui. J'en ai à peu près 6 par poche. Ok, donc tu as sélectionné 24 sous-jacents Exactement. c'est ça que tu as tous backtesté et tu as vu voilà comment ça marche pour Voilà. au mieux pour avoir le minimum de risque. Ok, Voilà, tout à excellent. fait. Donc ouais, effectivement ça prend un petit peu de travail, mais au final en quelques semaines, on peut s'amuser à faire ça. Enfin, on peut s'amuser. On peut essayer de faire ça, mettre en place, et après, on est tranquille entre guillemets. Hein, on n'a plus que quelques minutes par mois pour rééquilibrer et pour choisir le meilleur sur les 12 derniers mois. En tout cas, ça, c'est Voilà. ta stratégie. Exactement. Donc, Excellent. ce qu'il faut, c'est juste se créer le tableur, la petite moulinette en fait, qui va permettre de gagner du temps. Avant, moi, j'allais chercher la cotation sur Boursorama, je la recropiais dans mon tableur Excel, et puis finalement, j'ai découvert que Google faisait la même chose en automatique. Pour la plupart des fonds, il y a 2-3 fonds où je suis encore obligé de faire ça à la main, mais du coup, c'est Yeah. un gain de temps phénoménal.
D'accord, ok, super. Bah, en tout cas, c'est une stratégie et comme tu le dis, pour l'instant, 10% annuel et ça, c'était ta performance sur les 3 ans. Mais Ouais, comme tu l'as pas testé sur 30 ans, c'est pertinent avec ce que il y a eu comme résultat sur les 30 dernières années. exactement, tout à fait. Donc, et c'est vrai que ça rejoint aussi. Moi, j'ai lu pas mal de livres sur les marchés actions, sur la bourse, et c'est vrai que de façon constante, on voit que la bourse sur le long terme, on est ouais, entre 8 et 9%. Bon, beaucoup de choses qui ont été faites sur la bourse américaine, parce que c'est Ouais. la plus étudiée. Mais voilà, on arrive à 8% de rendement lissé lorsqu'on prend sur des périodes longues. Donc, Tout à fait, mais avec un risque qui peut être très important parce que ouais, 2008, par exemple, le S&P, il a perdu 40%. Et donc, d'accord. personne n'a envie tout le monde a envie d'avoir 8-10% par an, mais Ouais, personne n'a envie d'avoir moins 40 une année parce que c'est juste là, vous allez vous dire, ah bah non, mais c'est pas possible, je vends tout et puis c'est justement, il faut pas vendre à ce moment-là, il faudrait pouvoir conserver. Mais c'est vrai. psychologiquement, c'est extrêmement dur de faire face à une perte de 40%. Déjà, 15% de perte, c'est déjà important, c'est très dur d'y faire face. Donc c'est pour ça que moi, j'ai tout Ouais, combiné pour ouais. avoir des pertes maximum beaucoup plus faibles. Excellent, super, super résultat. Je pense que ça va intéresser beaucoup de gens pour tous ceux qui veulent sécuriser une partie de leur épargne, en plus de toute leur stratégie un petit peu plus offensive, un petit peu plus risquée entre guillemets quoi. Ouais, Super. On va se diriger vers la fin de cette interview si tu veux bien, Hervé. ouais, bien sûr. Alors, c'est 3 questions. Premièrement, est-ce qu'il y a un livre que tu voudrais recommander aux gens pour étudier cette stratégie-là et pour se mettre dans le bain et d'avoir les fondamentaux? Ouais, alors je vais pas être très original, mais c'est clairement le livre de Medan Faber, le EV Portfolio. C'est quand même le livre fondateur pour moi de la stratégie du lazy investisseur, de l'investisseur feignant. C'est le livre à lire. Je pense qu'il doit pouvoir exister en En version français? française, ouais, ou au moins s'il n'est pas en version papier, il doit être traduit ou au moins des extraits. Donc même si vous parlez pas anglais, vous devez pouvoir le trouver, vous trouver une adaptation en français. C'est le livre Ok. à lire pour moi. Easy Investing. Non, le EV Portfolio. Easy EV, Portfolio. EV, IVY, plus loin, portfolio. Ah, d'accord. IVY. Ok, d'accord. IVY, c'est ça. Et On mettra c'est un lien sous la vidéo, vous inquiétez pas, vous qui nous écoutez, hein. et c'est donc Meban Faber, le L'auteur. Ok. Deuxième question. Est-ce que toi, il y aurait un outil justement que tu trouves indispensable, que tu utilises régulièrement pour réussir dans cette niche-là, pour se lancer dans cette stratégie-là, que les gens qui nous écoutent devraient utiliser, devraient installer, devraient pratiquer. Alors, on en a parlé tout à l'heure, c'est le site portfoliovisualizer.com. Ça, D'accord. c'est le site de référence pour pouvoir faire des backtests. Ouais. Mais il faut aussi le coupler avec un tableur Excel parce que c'est bien de faire des backtests, mais ensuite, pour comparer, bah, il faut noter les résultats quelque part. Donc, il faut utiliser le site là, portfoliovisualizer.com, et un tableur Excel pour pouvoir ensuite comparer les stratégies selon les critères qu'on a vus tout à l'heure. Ok, super. Et enfin, eh ben, dernière question, est-ce que tu aurais quelque chose que tu pourrais offrir pour aider les gens qui nous écoutent à se lancer demain dans cette stratégie-là du l'assurance vie boostée? Ouais, alors je suis en train de finaliser un e-book justement de synthèse sur ce qu'on a vu là aujourd'hui ensemble, mais en version un peu plus détaillée, plus approfondie, donc avec toutes les étapes à reprendre pour réussir à mettre en place ce type de stratégie, puis une stratégie personnalisée pour soi. Donc c'est en train d'être Super. finalisé. Il n'est pas Bon, encore tout à fait disponible, mais voilà, bah, je pense que si vous regardez la vidéo, sur le bouton, vous aurez, s'il n'est pas fini, un accès à la liste d'attente. Mais je pense exactement. que d'ici là où on publiera le bouton, ce sera déjà finalisé. Donc, Ouais. en tout cas, vous pouvez retrouver en cliquant sur le gros bouton sous la vidéo. Comment il s'appelle le e-book? J'ai décidé de l'appeler Boost Assurance Vie PEA. Ok, D'ici là, peut-être que le nom aura changé, mais je pense qu'il y aura toujours Boost Assurance Vie dedans parce que c'est vraiment ça l'essence de la stratégie. super. Ok, bah écoute, merci beaucoup. Hervé, est-ce que tu as une dernière chose à dire aux auditeurs, aux personnes, aux spectateurs qui nous regardent avant de se quitter? Oui, juste si vous mettez en place ce type de stratégie, surtout
Tenez-vous à votre stratégie. N'allez pas suivre les conseils que vous entendez à droite, à gauche. Seule votre stratégie est impartiale parce que vous l'aurez testée sur le long terme et elle ne sera pas sujette aux émotions, elle sera sujette à rien du tout. Elle s'applique, point barre. Et là, vous êtes sûr de gagner. Mais la difficulté, c'est d'y faire confiance sur le long terme. Si vous arrivez à y faire confiance, vous serez gagnant. Je suis totalement d'accord avec toi. Vous avez vu au sein de Richesse Hacking plein de stratégies différentes. Ça sert à rien de se lancer dans 10 à la fois. Il faut, si vous voulez réussir, il faut en choisir une, celle qui vous semble le mieux, et la faire. Et après, si vous voulez tester autre chose, bah, dites-vous que c'est une autre activité, c'est une autre stratégie que vous pouvez aussi mettre, mais elle ne doit pas interférer sur la première. Elle doit pas. Si vous décidez, voilà, que finalement la bourse vous intéresse, et ben peut-être vous allez vouloir faire du trading un petit peu plus actif. Vous pouvez le faire, mais gardez toujours cette première stratégie que vous aimez, parce que là on est sur du long terme et le trading ça va peut-être être sur du court terme. Voilà, c'est pas incompatible, mais séparez bien les choses et mélangez pas tout, sinon ça va faire une bouillie qui va donner des résultats proches de zéro. Exactement, et tout à fait. Super. Bon, encore merci beaucoup, Hervé. Et puis, je te dis à très bientôt. Vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à télécharger le e-book pour en savoir plus et vraiment appliquer cette stratégie de l'assurance vie boostée, c'est ça? C'est ça, exactement. Merci à vous.